nous sommes sur ce plateau avec Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, tête de liste aux élections européennes. Bonjour Nathalie Arthaud, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors je cite Emmanuel Macron, quand on va trop vite, quand on est trop rapide ou trop caricaturaux, on fait des erreurs. C'est ce qu'a déclaré donc le chef de l'État dans cette interview à une chaîne de télévision italienne. Que vous inspirent ces déclarations? Vous êtes convaincu par ce mea culpa du chef de l'État? Évidemment non, ce ne sont pas des erreurs, c'est un choix fondamental. Macron est au service des grands groupes industriels et financiers. Sa priorité, c'est de les servir. Voilà, et il fait une politique anti-ouvrière. On l'a subi, il y a eu la loi travail, il y a tous ces reculs sur les services publics, les prochaines réformes en cours contre les chômeurs. Donc c'est une réalité et ce qui a fait exploser la colère sociale, c'est que ce chômage de masse, cette crise, ces inégalités, elles sont devenues insupportables. Voilà, tout simplement. Alors il a l'air de dire effectivement, voilà, j'ai fait des erreurs, mais voilà, entre-temps, je me suis rattrapé avec ce grand débat national. Il le dit pas, mais il le sous-entend, effectivement, on le comprend à travers les lignes. Les sondages lui donnent un petit peu raison tout de même. Il y a eu une remontée dans la cote de popularité de l'exécutif. Ça vous étonne effectivement que ce grand débat finalement fasse mouche? On a entendu le président de la République? Moi, j'y crois pas du tout. Alors peut-être qu'effectivement il ressoude une partie de son socle électoral. Ça, je veux bien le croire. Si j'ai bien compris, des électeurs de droite se retrouvent à nouveau dans ce qu'il représente, dans ce qu'il incarne. Et bon, je les comprends bien. Mais ce que je sais, c'est que le rejet, il reste massif. Et on voit très bien que son arrogance, son mépris social, voilà, il est bel et bien là. Non, je crois vraiment que la grande majorité des gens n'attendent rien de ce grand débat. Mesure que tout ça, c'est une opération de communication et que en fait, on s'enfonce tout simplement parce que la crise, elle continue. Vous savez, la rapacité du grand patronat, elle est toujours là. Et regardez ce qui se passe, ces fermetures d'entreprises, où le gouvernement, en réalité, il est complètement impuissant, il laisse faire, tout ça, ça va accroître la souffrance sociale, ça va accroître la précarité, ça va accroître la misère. Donc, c'est la réalité de notre société. Alors, moi, mes espoirs, oui, ça va dans le fait que ce mouvement-là, il continue, qu'il se développe dans les entreprises, parce que je pense que, bien sûr, il faut combattre la politique de Macron. Oui, ça, c'est évident. Mais il faut aussi mettre en cause les profits et les décisions, le pouvoir qu'il y a dans ces grands groupes capitalistes, parce qu'ils sont en train d'écraser toute la société. Vous dites qu'il faut combattre, effectivement, la politique d'Emmanuel Macron. Sous quelle forme? Sous cette forme-là, vous appelez de vos voeux cette continuation du mouvement des Gilets jaunes. Pour vous, il ne s'essouffle pas? Moi, je ne pense que ça ne suffit pas, parce que en réalité, si on veut pas seulement viser Emmanuel Macron, qui est encore une fois le serviteur, mais si on cherche à viser les maîtres, ceux qui possèdent les capitaux, qui les monopolisent, qui les concentrent et qui décident aujourd'hui pour toute l'économie et qui décident pour leurs propres intérêts. On voit très bien que les choix qui sont pris dans ces grands groupes, c'est pour le profit de quelques-uns, pour verser plus de dividendes, mais les conditions de travail, les salaires, tout ça, ils s'en moquent et au contraire, il faut qu'ils les écrasent. C'est ça la réalité. Donc si on veut toucher effectivement cette classe capitaliste, cette classe qui tient nos vies entre ses mains, il faut effectivement mener le combat dans les entreprises. Il faut faire grève, il faut faire jouer sa force collective et il faut les toucher là où ça peut leur faire mal, c'est-à-dire au portefeuille. Et pour ça, oui, il faut absolument que les travailleurs, commencer par les salariés des grands groupes, se mettent dans la danse. On a entendu beaucoup de partis politiques tenter, entre guillemets, de récupérer, selon les interprétations, ce mouvement des Gilets jaunes. Lutte ouvrière, quelle est votre position, justement? Vous aimeriez une forme de collaboration, justement, pour aller dans le même sens contre la politique d'Emmanuel Macron? Moi, je salue le combat et je pense que vraiment, il a permis à toutes celles et ceux qui subissaient
la situation depuis des années, de s'exprimer, de reprendre confiance en eux, de reprendre la parole, de se sentir légitimes à mettre en avant leurs revendications. Donc moi, je salue ce mouvement. Et en même temps, je pense qu'il ne va pas assez loin dans ses objectifs. Vous comprenez, quand on dit, bah oui, il faut contrôler l'argent de l'État, il faut contrôler ce que font les élus. Bien sûr, évidemment, il faut le faire. Mais il faut aussi contrôler l'argent de ces grands groupes, ces capitaux qu'on produit, ces richesses. Parce que c'est le cœur même de la richesse de la société. Effectivement, comment aujourd'hui ce mouvement qui rejoint un petit peu vos revendications, comment passer finalement aux actes et à des actes concrets? Vous dites, je rêve d'une Europe de gilets jaunes. Qu'est-ce que vous entendez par là? De gilets rouges, pardon. Ah oui, voilà. C'est ce que vous aviez déclaré dans une interview le 23 février chez nos confrères de Saône-et-Loire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, ce que j'espère, c'est que les travailleurs vont mettre en avant cette nécessité de contrôler ce qui se passe. Non seulement dans la vie politique, mais dans la vie économique, dans ces grandes entreprises. Se mettre à contrôler les décisions qui sont prises. Vous me comprenez? Je prends un exemple concret. Ascoval, Ford, ferme. Le gouvernement nous explique qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour trouver des investisseurs. Il n'y en a pas. Bon, eh bien, qu'on puisse contrôler où va tout cet argent qui s'accumule dans ces grands groupes, tous ces capitaux, où est-ce qu'ils vont? Ils sont investis? Ils sont investis où? Dans la finance? Dans la spéculation? Ils servent à quelque chose d'utile? Est-ce qu'ils sont investis dans la production pour développer effectivement les emplois? Eh bien, tout ça, toutes ces décisions-là, il faut effectivement que les travailleurs puissent les surveiller. Il faut qu'on mette sous surveillance ce grand capital, ce grand patronat. Donc nous, c'est nos perspectives. Nos perspectives dans les élections européennes, ça sera d'avancer un programme pour les luttes des travailleurs et pour les perspectives effectivement, des vous êtes tête de liste aux européennes, votre parti. Emmanuel Macron semble bien à la manœuvre. Il vient d'adresser une lettre en 24 langues différentes aux pays européens. C'est assez inédit, si je ne me trompe pas, chef de l'État qui prend parti comme ça pour cette campagne des européennes. Il explique, voilà, je le découvre en même temps que vous, pour être honnête, il veut remettre à plat l'espace Schengen, une police des polices communes, un office européen de l'asile, un conseil européen de sécurité intérieure à laquelle prendrait part, selon ses vœux, le Royaume-Uni. Interdire le financement de puissances étrangères pour des partis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce président qui rentre en campagne dans les européennes et qui s'adresse finalement en 24 langues à nos voisins européens? Ça, on l'avait compris. On avait compris qu'il voulait finalement conduire, en tout cas être le leader de la liste En Marche aux européennes. Et on a compris, puisque ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'il va dans ce sens-là, qu'il veut dans cette élection piéger finalement les électeurs dans le choix suivant. D'un côté, La République En Marche, moi, Macron, ou alors de l'autre, c'est le chaos, c'est effectivement l'extrême droite, c'est un plaidoyer contre les nationalismes, pour les droits de l'homme. Voilà, vous rejoignez quand même le chef de l'État? Mais c'est une fausse opposition, et tout ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie, finalement. L'extrême droite et les nationalistes, ceux qu'on appelle les populistes et Macron, ils se servent mutuellement de faire valoir. Moi, j'étais frappée par la petite comédie franco-italienne, où les uns et les autres s'invectivaient, parce qu'au bout du compte, ils nous expliquent qu'ils ont des options très différentes sur l'Europe, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui s'opposent, etc. Et au bout du compte, quand ils sont au gouvernement, ils ont la même politique anti-ouvrière. Juste un exemple, il y a... je me souviens plus quel ministre qui expliquait, je crois peut-être même Bruno Le Maire, qui expliquait qu'il fallait maintenant imposer des contreparties aux allocations sociales. Aux aides sociales, qu'ils allaient travailler dans ce sens-là, etc. Bon, en Italie, ils le font. Ils le font de partout, que ce soit en Autriche, que ce soit en Hongrie, avec Orban au pouvoir, que ce soit en Italie, il y a cette même volonté de dérouler le tapis rouge qui est exclu du PPE aujourd'hui, aux plus riches, d'accroître la flexibilité du monde du travail, de faire reculer les droits des travailleurs absolument de partout. Ils ont la même politique anti-ouvrière. Donc cette opposition,
c'est une fausse opposition, c'est de la comédie dans laquelle il ne faut pas rentrer. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre point de vue en direct sur RT France.